Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre présence dans votre programme Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, je vous propose l'agriculture, une exploration d'un domaine que vous connaissez bien ou que vous pensez connaître. Avec mon invité, c'est Moustapha Bouhsini. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir Moi ici aussi. dans votre université, dans mon université aussi, l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui nous accueille gentiment. C'est Bouhsini. Avant d'explorer avec vous votre domaine très particulier dans l'agriculture, vous n'êtes pas vous-même infirmier ni un agriculteur, mais vous faites de la recherche académique dans ce domaine. Avant cela, peut-être revenir avec vous pour que l'on vous connaisse mieux sur votre parcours intellectuel, vos motivations. Vous êtes né ici au Maroc? Oui, je suis né au Maroc. C'est dans un petit village à côté de Ksar el-Kibir, au nord du Maroc. Qu'on salue aujourd'hui. Souk l'Arba, non? Non, c'est Ksar el-Kibir. C'est juste à côté de c'est très célèbre pour la bataille des Trois Rois. Exactement. Oui, exactement. 1578, très très important. Exactement. Wad el-Makhazine. Exactement. Donc, vous dites c'est tout petit, mais très grand dans l'histoire. Exactement. Et c'est là-bas que vous avez fait vos études primaires et secondaires? Primaire, et puis secondaire, c'était le deuxième cycle. Je l'ai fait à l'Arrache. Le lycée. Le lycée, il n'y avait pas de lycée à Ksar el-Kibir à l'époque. D'accord. Et puis j'ai fait l'école d'agriculture de Meknes. Oui, très célèbre, pour avoir très connu. Le diplôme d'ingénieur en agriculture. C'est ça. Et puis je fais un master et un doctorat en entomologie à l'université de l'État de Kansas, Kansas State University. Kansas State University. Voilà. Alors l'entomologie, vous allez dire un peu ce que c'est à nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est quoi? L'entomologie, c'est l'étude des insectes. L'étude des insectes. Alors, donc, au monde entier, donc, nous avons à peu près 5 millions d'insectes. Ils ne sont pas tous caractérisés, identifiés, mais donc, c'est estimé à peu près 5 millions sur la planète. Voilà. Et on a deux catégories ou deux types d'insectes. On a ce qu'on appelle les insectes ravageurs, qui ravagent les plantes, qui causent des dégâts sur les animaux, plantes. Et on a ce qu'on appelle les ennemis naturels, les auxiliaires. Les ennemis naturels, c'est des insectes qui sont utilisés pour lutter contre les insectes ravageurs, ce qu'on appelle les ennemis naturels. Alors, c'est des prédateurs qui consomment des insectes ravageurs, c'est des parasites qui pondent leurs œufs à l'intérieur de l'œuf de ravageur et le détruisent. Et voilà, ça, c'est deux catégories de... C'est ça, donc c'était... Et votre thèse portait sur quoi? Voilà, ma thèse a porté sur la résistance... Probablement très technique, mais tout de même. Donc, ça a porté sur ce qu'on appelle la résistance génétique des plantes aux insectes, c'était le blé. Ah, oui. Le blé, pour la résistance à un insecte, un grand ravageur de blé au Maroc, ça cause entre 35 et 40% de dégâts quand même. au Maroc, surtout dans la région semi-aride du Maroc. Il s'appelle comment cet insecte? La mouche de Hesse. La mouche de Hesse. La cissidomie de blé. Voilà, donc et je considère la résistance génétique des plantes aux insectes comme la fondation de la lutte contre les insectes. Donc, on a plusieurs, bien sûr, moyens de lutte, mais la résistance, c'est la fondation de cette lutte. Et voilà, mais la fondation n'est pas suffisante. Voilà, donc il faut la compléter avec d'autres moyens de lutte. C'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle la lutte biologique. Peut-être on va rentrer dans ce détail par la suite. Voilà, mais la résistance génétique, c'est la fondation. Pourquoi c'est la fondation? Parce que tout est incorporé dans la semence. L'agriculteur n'a qu'à acheter des semences certifiées au Maroc de la Sonacos. Et généralement, c'est des variétés qui produisent beaucoup de blé, de grains, qui sont tolérantes, résistantes aux maladies, aux insectes, qui utilisent moins d'eau, moins d'intrants, etc. Donc, c'est pour ça que j'invite nos agriculteurs à vraiment chercher les nouvelles variétés qui existent. Qui sont disponibles auprès de l'Institut d'agronomie de Rabat? Non, c'est la Sonacos, c'est la société qui commercialise les voilà, semences. Pour aller vers ces plantes dont la résistance est à la fois, si je comprends bien, naturelle, mais en même temps aussi encadrée
et pour la résistance à la toxicité, Exactement. Donc, voilà, et ça coûte rien. Il n'y a pas un coût supplémentaire pour l'agriculteur. Donc, il n'a qu'à aller chercher oui. les semences certifiées, ce qu'on appelle les semences certifiées, chez la Sonacos pour les semer. Donc, c'est le moment maintenant. Oui, c'est ça. Pour lui permettre de ne pas être complètement dévoré par ces insectes ravageurs. Donc, votre spécialité a été vers cela, vers comment les plantes résistent aux insectes. Exactement. D'où l'aspect agriculture et pas seulement entomologie. Exactement. Alors, j'ai fait, donc, pour terminer... Votre formation. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière à l'INRA. C'est l'Institut national de la recherche agronomique. En France? Non, au Maroc. Au Maroc, pardon, voilà. d'accord. Et puis, donc, parce qu'il y a aussi un INRA en France. Voilà. Oui. Et par la suite, je suis parti à l'ICARDA. À l'ICARDA, c'est le International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. C'est le centre de recherche dans les zones arides. Arides, oui, voilà. C'est cela. Et le siège était à Alep. Oui, je suis resté là 23 ans. C'est pas à Alep. Bon, ma carrière à l'ICARDA, c'était 23 ans. Mais en 2012, l'ICARDA était décentralisé. En Égypte, il y a un centre. Il y a un centre en Égypte. Il y a un centre à Rabat. À Rabat, à Dubaï, à Tashkent. Toutes les régions semi-arides. Exactement. Et depuis 2012 jusqu'à 2020, je suis resté à Rabat. Et donc, 2021, exactement le 1er février, je suis arrivé à l'UMCXP en tant que professeur d'entomologie et aussi pour diriger un programme de recherche qui s'appelle agrobiosciences. C'est la biodiversité d'une façon générale, plantes, microbes, insectes, champignons et aussi les sciences des plantes, telles que la génétique, telles que la physiologie des plantes, l'entomologie, la pathologie, tout ce qui est valorisation de la biomasse d'une façon générale, les déchets agricoles pour les valoriser, pour produire, développer des biostimulants, des biofertilisants, des biopesticides. Vous êtes associé ici à un département dont vous êtes aussi le doyen. De recherche. C'est un département de... C'est le collège d'agriculture. Le collège d'agriculture. Oui, donc, qui commence dès le undergraduate, dès les gens qui sortent du baccalauréat, ou c'est avec le PhD? Non, le collège d'agriculture a été créé exactement le 3 février 2023, et justement pour regrouper toutes les unités qui travaillent sur l'agriculture d'une façon générale. Donc, on a exactement 11 unités de recherche dans ce collège. Et c'est le plus grand collège à l'UMCXP. De point de vue, on a une centaine de profs permanents et affiliés, etc. Une ferme expérimentale. La ferme expérimentale. On a 170 étudiants doctorants. Donc, combien? 170. 170 étudiants doctorants, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, ça fait presque le nombre de PhD à l'UMCXP actuellement. On est autour de 750-800. Oui. Donc, c'est presque un quart des étudiants. Mais c'est tout à fait, comment dirais-je, pas surprenant compte tenu de l'engagement du Maroc dans ce domaine. L'agriculture compte beaucoup pour le Maroc, mais nous traversons bien sûr, comme vous le savez, des années de sécheresse difficiles, d'autant plus, votre domaine est d'autant plus important qu'il faut quand même précisément développer toutes les formes de résistance. On parlait des insectes ravageurs, mais aussi de résistance au changement climatique et au réchauffement des températures. Exactement. Alors, pour la résistance des insectes, des plantes aux insectes, donc, si on prend l'exemple de la mouche de Hesse, par exemple au Maroc, un programme qui a commencé exactement en 1984 avec l'INRA, Kansas State University, l'ICARDA. Et justement, c'est un modèle, à mon avis, actuellement à suivre. C'est un modèle, c'est un programme très, très réussi. Déjà, qui a fait ses preuves. Voilà, déjà plusieurs variétés résistantes de blé, résistantes à la mouche de Hesse ont été développées, enregistrées au catalogue officiel au Maroc, qui sont déjà en multiplication et bien sûr sont disponibles. Ces variétés sont disponibles chez la Sonacos
C'est important que vous répétiez souvent qu'il y a cette disponibilité parce que parfois, ce savoir-là n'arrive pas jusqu'au fermier qui peut-être de manière routinière reprend les anciennes semences, alors que là, vous dites qu'à sa disposition, bien sûr. Il y a précisément ces nouvelles semences hyper résistantes. Exactement. Donc voilà, donc, au niveau ministère, donc, il y a tout un département qui travaille sur ce qu'on appelle le transfert de technologie, même à l'UM6P, on a Al-Mutmir. C'est un grand programme de transfert de technologie. Donc, justement, le rôle de ces programmes de transfert de technologie, c'est de passer le message, comment cultiver une culture, un blé ou un arbre, etc. Et quelles sont les méthodes appropriées à utiliser pour cultiver de façon correcte ces différentes cultures. Et aussi là où tu trouves soit des plants à planter, soit des semences certifiées à planter. Alors, ce qui arrive quelquefois, donc les agriculteurs, quelquefois, malheureusement, ils utilisent des variétés très anciennes qui ne sont pas, bien sûr, très productives. Donc, tu vois. Et voilà, donc. Et très exposées. Très exposées aux maladies, aux insectes. Et même avec les intrants, avec tout ce que tu veux, tu n'arrives pas à avoir une production donc, adéquate. Parce que tout le monde vise l'autosuffisance, bien sûr, la sécurité alimentaire pour le Maroc et l'UM6P donc, a cette ambition pour l'Afrique aussi. Oui. Mais donc, il faut tout un ensemble. Les fertilisants ne suffisent pas. Il faut aussi les accompagner de la nature même des semences. Exactement. Tout démarre, tout commence avec la semence. Tu vois? Oui. C'est la logique même. Il faut avoir la semence certifiée, la bonne semence adaptée, parce que quand même, on a des variétés maintenant qui sont nouvellement développées par l'INRA, les CARDA, etc., qui tolèrent le peu d'eau, les sécheresses, les températures élevées, etc. C'est essentiel ce que vous dites, parce que très souvent on dit « oh là là, il va y avoir une baisse de la production parce que la sécheresse est forte, etc. » alors qu'on arrive un peu à faire face au stress hydrique. Si on utilise les variétés appropriées qui sont développées pour il faudrait presque prendre des camions et aller vers les fermiers pour leur faire arriver ces plantes. Parce que, comme vous savez, beaucoup sont isolés, beaucoup n'ont pas le transport nécessaire. À moins que les grandes propriétés, bien sûr, soient au courant, les grands chantiers agricoles. Mais les petits, au Maroc, il y a beaucoup l'agriculture vivrière. Oui, c'est sûr. Mais à mon avis, donc, quand même, le ministère a fait un effort considérable donc, à être près des petits agriculteurs. Donc, ils ont ce qu'on appelle les centres de travaux, les points de vente. L'information est quand même donnée. Voilà, et là, donc, il faut bien sûr continuer à faire plus d'efforts pour transmettre, passer l'information à l'agriculteur. Si ça peut aussi servir à cela. Exactement. C'est très, très important. Donc, si je reviens donc, il y avait le programme de développement de variétés résistantes aux insectes. J'ai pris l'exemple de la mouche de Hesse, c'est un exemple à suivre. Parce que quand même, l'exemple, pardon de la mouche de Hesse. De la mouche de Hesse, oui, l'insecte très ravageur. Et le Maroc était le deuxième pays au monde à développer des variétés résistantes après les États-Unis. Donc, c'était un Ah oui, ça c'était les années 80? Non, donc les premières variétés, peut-être, c'était 1997. D'accord. Voilà. Mais les travaux ont commencé en 1984. C'est cela. Et ça prend des années quand même pour développer des variétés. Voilà. Mais c'est un exemple, c'est un modèle, je dirais, mondial à suivre. Magnifique. Alors, vous avez beaucoup parlé du blé et des céréales, de l'orge, mais il y a aussi les légumineuses. Bien sûr. Alors, les légumineuses, j'ai cru comprendre en regardant vos travaux que le pois chiche était très important au Maroc. Il n'est pas que le pois chiche, toutes les légumineuses sont importantes quand même au Maroc. Ils jouent un rôle. Important, pas au sens de la chose, mais important au sens de l'extension. C'est ça. Mais les légumineuses alimentaires, bien sûr, en plus de ce qu'elles jouent un rôle important, bien sûr, dans l'alimentation. Oui. Mais protéines, les végétales, lentilles, etc. Mais c'est surtout dans les rotations.
Dans les rotations, ce qu'on les appelle les rotations, rotations. ah oui, bien Il ne faut sûr. pas que les agriculteurs utilisent sème blé après blé, Ah ou non. orge après orge, ou même pois chiche après pois chiche. Ah oui. Il faut alterner. Alterner. Donc, toujours avoir une céréale et puis une légumineuse. Alors, ça a plusieurs objectifs. Le premier est de casser le cycle biologique des Oui. pathogènes et des insectes. Et oui. Donc, si tu ressèmes blé après blé, alors ce que tu fais, c'est vraiment tu multiplies. On crée un terreau pour Exactement. Tu multiplies le pathogène. le Dans le pathogène. sol, tu multiplies l'insecte parce qu'il reste dans les champs Oui. des plantes. Oui. Dans le Il faut les surprendre. Et voilà. Donc, il faut absolument couper le cycle à travers une bonne rotation avec les légumineuses et aussi les légumineuses alimentaires. Donc, ils jouent un rôle aussi dans la fixation de l'azote atmosphérique, etc., etc. Donc, et aussi, ils sont riches en protéines. Donc, on a besoin, bien sûr, d'avoir les légumineuses alimentaires dans nos habitudes alimentaires. Oui, oui, oui. Donc, quand on dit que l'on travaille sur ces plantes et ces semences qui résistent précisément aux insectes ravageurs, est-ce qu'on ne met pas en difficulté la biodiversité ou est-ce qu'il y a une tension avec la biodiversité ou est-ce qu'en réalité, cela ne menace pas la biodiversité, c'est-à-dire véritablement la diversité du vivant, insectes compris? C'est une excellente question. Alors, il faut comprendre que, voilà, si on prend le Maroc comme exemple, on n'arrive jamais à avoir 100% d'agriculteurs dans une région donnée qui utilisent une variété de blé, par exemple. Vous voyez? Alors, donc, il y aurait toujours de la biodiversité, ce qu'on appelle la diversification de systèmes de production agricole. Il y aurait de blé, d'orge, de pois chiches, de lentilles, mosaïque de cultures dans une région. Et ça, c'est magnifique. Il faut de garder la biodiversité. Déjà, la diversité au niveau des semences, vous me dites. Voilà, les semences, aussi si tu as une diversité, généralement, je donne comme solution, personnellement, aux agriculteurs, je dis, voilà, utilisez un système diversifié de systèmes de production. Il ne faut pas utiliser une seule culture, une seule variété. Oui. Donc, avoir de l'orge, du blé, de pois chiches, de lentilles, des légumes, etc. Alors ça crée, ça quand même, c'est de l'alimentation pour les ennemis naturels, pour les insectes qui sont... Il faut avoir des fleurs pour les ennemis naturels, pour les insectes auxiliaires, les insectes qui ne sont pas nuisibles. Donc, mais si on n'a que de blé dans tout le Maroc, par exemple. Oui, non. Alors, tu vois, c'est mauvais. Déjà, il y a cette diversité-là. Voilà, donc au Maroc, je n'ai pas de souci avec ça. D'accord. Mais le souci que j'ai, bien sûr, c'est avec le changement climatique. Oui. Avec le changement climatique, on a les événements qui sont, voilà, des extrêmes, les événements extrêmes, tels que les inondations, tels que la sécheresse, etc. Alors là, ça peut nuire, bien sûr, à la biodiversité, ça peut réduire la biodiversité, bien sûr. Alors, c'est pour cela que c'est une excellente chose que les centres internationaux, que le gouvernement d'une façon générale, et aussi les centres internationaux, ont ce qu'ils appellent les banques de gènes. Oui. Alors, les banques de gènes, si je prends les CADA comme exemple, ils ont, jusqu'à maintenant, à peu près 160 000 accessions de céréales, de légumineuses, de fourrages stockés. Où ça, vous avez dit? C'est à l'Icarda. À l'Icarda, oui. Donc, c'est à Rabat. Ils ont une autre banque de gènes au Liban. Et même le Maroc a une excellente banque de gènes à Stat. Oui, parce que quand on dit l'Icarda, c'est quand même quelque chose qui n'est pas spécifique. Ce n'est pas un organisme marocain. Il est basé maintenant, il a une antenne au Maroc, mais ce n'est pas un institut marocain. C'est pour ça que vous dites il y a à la fois la banque des données de l'IRCADA et une banque marocaine. Exactement. Et ça, non, mais quand même, les centres internationaux des centres internationaux de façon, les banques de gènes sont ouverts. Oui, c'est cela. Tout le monde. Oui. Donc, si tu as besoin... Ils coopèrent avec le Maroc. Si tu as besoin d'une accession tolérante à la sécheresse, tu n'as qu'à aller à la banque de gènes et demander une accession d'une région des oasis, par exemple du Maroc.
Oui. et tu auras les semences Oui. pour tester contre un certain nombre de maladies, insectes, sécheresse, etc. Donc voilà, ces banques de gènes, à mon avis, c'est une excellente chose. Et c'est une forme de réponse que vous donnez à ce que j'ai dit sur la biodiversité, parce que s'il y a ces banques de gènes, on arrive à stocker de la variété. Stocker de la biodiversité aussi, à stocker de la biodiversité végétale dans ces banques de gènes. Oui. Mais sinon, si on ne fait pas ça, alors on risque de perdre tout ça. D'uniformiser. Avec les feux, avec les inondations, avec les sécheresses. Oui. Donc, on risque de perdre la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre de l'effort, à collecter ce qui existe encore dans la nature et les mettre Sur ces banques-là, ce n'est pas votre spécialité, mais vous devez savoir comment me répondre. La forme de conservation, comment se fait-elle? Comment on conserve précisément ces plantes dans ces banques-là? Mais on conserve les semences. On conserve les semences. C'est les semences, donc à moins 20 degrés, à des températures froides, quoi. Cryoconservation. Voilà. Donc, alors, c'est les semences à conserver à long terme, ça des températures de moins 20, etc. Même à moins 80. Mais ce que tu utilises chaque année, tu les stockes dans des températures de 5 degrés. Oui. Un réfrigérateur quelconque. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Alors, si Moustapha Bouhsini, une question à propos de quelque chose qui a fait beaucoup de mal ici au Maroc et aux Marocains, c'est de voir cette maladie qui a ravagé le figuier et ce qu'on appelle les arbres, les figues de Barbarie, les cactus. Que s'est-il passé? Alors ça c'est un autre exemple extraordinaire donc à discuter dans cette émission. Oui. Alors, la cochenille, c'est un insecte originaire du Mexique. Et bien sûr, même le cactus est originaire du Mexique, qui a été introduit donc, il y a des centaines d'années au Maroc. Mais la cochenille, donc apparemment, donc, il a été introduite à travers l'Europe, à travers l'Espagne. Comment? C'est pas clair. Oui. Mais peut-être. La cochenille, c'est un insecte. Bien ravageur. Un grand ravageur de la cochenille, de cactus. Elle a été identifiée et détectée en 2014 dans un petit village à Sidi Bel Nour. Donc, et depuis, quelques années après, donc, la cochenille a ravagé toutes les plantations de cactus au Maroc. Ah oui. Il y avait des milliers de familles marocaines qui dépendaient de la production de cactus. Oui, la culture du cactus. Alors, ici, je m'arrête sur un point très, très important. Il faut absolument qu'on soit très vigilant, très conscient avant de voyager. Peut-être que la cochenille a été introduite par quelqu'un qui a voyagé de l'Espagne. Oui. Peut-être. Il a acheté de fruits, de cactus en Espagne et il les a mangés peut-être à Sidi Bel Nour. Peut-être. Oui. C'est une hypothèse, je ne sais pas. Mais généralement, c'est comme ça que ce qu'on appelle les maladies insectes de quarantaine, c'est comme ça qu'ils arrivent à pénétrer, à infiltrer. D'abord à entrer, puis se propager. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit, nous, en tant que grand public, très vigilants, très responsables. Oui. Donc au lieu de cacher des semences dans vos poches, des pieds de plantes dans vos valises, ça, tu mets ton pays en danger. Oui. Voilà. On ne se rend pas compte de la fragilité du vivant. Exactement. Alors, voilà pour le cactus. Donc en 2015, le ministère donc, a demandé une réunion. J'étais dans cette réunion tant que j'étais à l'ICARD à l'époque, avec l'INRA, avec beaucoup de chercheurs. Donc, ils nous ont demandé de préparer un plan d'action, recherche contre la cochenille. Pour limiter cela. Voilà. Et ce qu'on a fait, donc, on a proposé 3 axes de recherche. La résistance génétique, donc le criblage d'une collection de l'INRA qui existe encore à Agadir,
pour justement de voir est-ce qu'il y a de la résistance dans cette collection. Et aussi développer de ce qu'on appelle voir est-ce qu'on a des prédateurs d'insectes qui peuvent se nourrir sur la cochenille et la tuer. Et aussi développer ce qu'on appelle des biopesticides à base de plantes, d'algues, etc. Toute forme de résistance. Exactement. Alors, ben justement, donc, à travers des essais au champ, au laboratoire, sur serre, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons identifié 8 écotypes résistants, de cactus résistants à la cochenille. Oh, alors, c'était en 2016. Alors, on a commencé à planter alors? Non. Ben, il fallait enregistrer ces écotypes en tant que variété avec au catalogue officiel, ce qu'on appelle le catalogue officiel de l'ONSA. Maintenant, c'est enregistré en tant que variété et le ministère a fait un effort énorme avec l'UNRWA pour multiplier ces variétés et les distribuer aux fermiers, aux agriculteurs. Et je pense que dans quelques années, le Maroc sera en mesure de replanter tout ce qui a été détruit, ravagé par la cochenille. Alors, bien sûr, l'équipe qui a identifié ces écotypes résistants a eu le Grand Prix Hassan II. J'étais parmi l'équipe. Mais justement, vous avez eu beaucoup de prix nationaux et internationaux. J'ai oublié de le dire, mais c'est très important. Donc là, c'est un des prix liés à cette résistance-là pour le cactus. Exactement. Et voilà, mais puisque en tant que UMSXP, qu'est-ce qu'on fait à l'UMSXP pour la cochenille? Alors, je suis arrivé exactement le 1er février en 2021 et j'ai formé une petite équipe autour de la cochenille, cactus. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait le criblage de la collection de cactus à l'UMSXP, parce que l'UMSXP a une collection de cactus à la ferme. Et nous avons eu de la chance. Donc, nous avons trouvé 13 écotypes résistants à la cochenille. Alors, tu peux me dire, est-ce qu'il s'agit d'écotypes différents? Est-ce qu'ils sont différents des 8 identifiés par l'UNRWA? Je ne peux pas te répondre maintenant, mais nous avons 2 doctorants qui sont en train de travailler sur ces écotypes, en train de faire le séquençage moléculaire pour voir s'il s'agit d'écotypes, de génotypes différents de ce que l'UNRWA a identifié. Et ça serait magnifique si on peut avoir, justement, ça en liaison avec la biodiversité. Donc, si on identifie d'autres génotypes qui sont résistants, ça va quand même donner aux agriculteurs plus de choix. Donc, de validité. Le salut par la recherche. Le salut par la recherche. Exactement. Et aussi, donc, on a commencé un programme intéressant sur le développement de biopesticides. Donc, en collaboration avec Massir, c'est une fondation qui fait partie maintenant de l'UMSXP, nous avons identifié une bactérie qui est très efficace contre la cochenille. Et maintenant, c'est breveté déjà. Et on est en train de voir avec Enovex, ça fait partie de l'écosystème UMSXP, pour voir comment passer à l'échelle avec ce produit et développer un biopesticide pour le rendre disponible aux fermiers pour utiliser contre cette cochenille. Avec aussi en collaboration avec notre centre à Lyoun, à Sari. Donc c'est un centre qui est spécialisé dans l'agriculture marginale à Lyoun. Toujours marginal. Voilà, pourquoi vous dites marginal? Marginal, c'est-à-dire l'agriculture biosaline, les extrêmes, parce que voilà, ici à Ben Guerir, c'est le semi-aride. Là, c'est l'aride. C'est un écosystème de désert. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est un écosystème vraiment marginal. Voilà. Et donc, c'est des plantes médicinales propres à l'écosystème du désert, des algues à cet écosystème. Et justement, donc, avec notre équipe à Sari, de centre de Lyoun, nous avons identifié un produit à base d'algues rouges qui est très efficace contre la cochenille. Et aussi, nous sommes en train de voir avec Enovex comment passer à l'échelle, comment valoriser ce produit. Il est déjà breveté aussi, donc on a 2 brevets, un brevet à base de bactéries avec Massir et un brevet à base d'algues rouges avec notre groupe à Lyoun. Et justement, donc, vous avez pris le problème par plusieurs côtés. Voilà, ça
Ça amène à un sujet très, très, très important. On arrive à la fin de l'émission. Ça, ce que toujours je préconise. Oui. Il ne faut jamais utiliser une seule méthode de lutte contre un insecte, une maladie, etc. Pourquoi? Alors, parce que la population de l'insecte, il y a des mutations génétiques qui se commencent à résister elles-mêmes. Qui se créent spontanément. Donc, on ne peut pas contrôler les mutations qui se font. Et imprédictibles. Voilà, au sein du génome de l'insecte. Oui. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des allèles, des gènes virulents à des variétés qui sont résistantes, etc. Alors, à travers le temps, ils vont commencer à se multiplier, et boum, tu auras ce qu'on appelle un biotype, une population d'insectes qui va s'attaquer à ta variété qui est résistante. C'est pour cela que toujours je préconise l'utilisation de ce qu'on appelle la lutte intégrée. Un certain nombre de moyens de lutte, la résistance génétique en tant que fondation de la lutte, mais aussi la lutte biologique, prédateurs, champignons, ce qu'on appelle entomopathogènes qui tuent les insectes, un biopesticide, ce qu'on appelle des techniques culturelles telles que la datsumi. Et en changeant la datsumi, tu peux diminuer la population de l'insecte. Et en jouant sur la datsumi, tu vois, au lieu de semer le 15, par exemple le 15 décembre, donc tu fais pour la mouche de l'Est, le blé d'une façon générale, si tu sèmes un peu précoce, certainement tu vas réduire les attaques de l'insecte. Voilà, la datsumi joue un rôle primordial pour la lutte contre les insectes. En résumé, ce que je préconise, soit contre n'importe quel insecte ou maladie, y compris bien sûr la cochenille, à mon avis, il faut s'orienter vers une lutte intégrée comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la durabilité de ta variété. Ça prolonge la sustainability. La sustainabilité, ça prolonge la vie de la variété, au lieu que la vie de la variété soit très courte avec le développement du biotype qui sont virulents. Donc ça, c'est un grand message. Et aussi, un autre message que Dernier point, c'est qu'il faut absolument travailler en équipe. Alors, personnellement, j'ai contribué, parce que je fais partie d'une équipe. Bien sûr. Donc en tant qu'entomologiste, je travaille avec les entomologistes, les pathologistes, les améliorateurs, les socio-économistes, etc., les agronomes. Parce qu'à mon avis... La recherche demande de l'interaction, la recherche demande de la coopération, et le salut vient par la recherche. Merci beaucoup, Si Mustapha Bouhsini, pour avoir partagé avec nous votre passion. Cela a été visible, même dans le mouvement de votre corps. Merci beaucoup, Si Bouhsini. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.